Bien, plus de questions. Nous allons passer à l'exposé concernant l'hôpital modulaire. Cet exposé présenté par Deloche et Nègre sera présenté par Elsa Nègre, qui a la responsabilité du secteur hospitalier à l'intérieur de cette association très connue, la chaîne de l'espoir. Oui, alors je fais un test micro, donc c'est bon, tout le monde m'entend bien. Ok. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je vais parler plus fort, un petit peu plus fort. Je vous remercie, je suis vraiment très honorée de faire cette présentation ici avec vous tous. Voilà, je tiens encore à remercier Alain aussi pour m'avoir convié à cette rencontre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'hôpital modulaire, une solution innovante pour répondre aux défis de la chirurgie en contexte de crise. Donc c'est un concept, donc l'ingénierie au service de la chirurgie. Je vais vous présenter donc la chaîne de l'espoir, qui est vraiment un acteur humanitaire innovant et donc qui a créé un service de chirurgie d'ingénierie regroupant donc des ingénieurs du bâtiment et du biomédical pour permettre justement de répondre à l'exigence des spécialités chirurgicales. Cette association a été créée donc en 1994 par Alain Deloche et toute l'équipe, Éric Chesson aussi, qui va permettre justement de renforcer tous les systèmes de santé dans tous les pays donc en crise ou en développement, et cela pour justement avoir l'égalité des chances. L'important, c'est vraiment l'égalité des chances et que tous les enfants et les adultes puissent avoir justement accès à la chirurgie. Quelques dates clés, donc au niveau de la création, il y a aussi donc un projet très emblématique de la chaîne de l'espoir, qui est donc l'hôpital de Kaboul, donc institué par Éric Chesson, qui va justement permettre de répondre aux besoins sur les enfants, ensuite sur les femmes, et aussi un centre de cardiologie unique en Afghanistan. Il y a aussi donc beaucoup de projets, donc notamment cette année avec le projet à Madagascar, à Antananarivo, avec un service de chirurgie cardiaque pour les enfants qui est en train d'être construit avec un partenariat avec Bouygues. On a aussi l'hôpital de Sinjar en Irak qui, grâce à aussi François Ponce qui nous accompagne et à Jean-Pierre Lechaud qui a été aussi dans cette équipe, va nous permettre de construire cet établissement. On a également donc toutes les activités que je vous présenterai. Pour renforcer les systèmes de santé, c'est vraiment une approche sur 4 domaines d'expertise qui vont être aussi bien donc la prévention, le diagnostic, qui vont être tous les soins et la chirurgie avec toute l'exigence que ça représente. Il va y avoir également donc beaucoup la formation. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez développé fortement et qui est vraiment emblématique, qui doit rester avec cette exigence et avec tout le renfort des chirurgiens dans le monde. Et également donc mon sujet, la construction et les équipements médicaux, puisque ça fait ma transition. Pourquoi construire et équiper ? Il faut justement accompagner, et les ingénieurs sont là, les architectes et tous d'autres intervenants pour supporter cet acte chirurgical et cette chirurgie mondiale avec des infrastructures de qualité, puisque malheureusement ce qu'on peut observer et ce qu'a observé donc toutes les équipes qui se sont déplacées dans les pays en guerre ou en développement, etc., ils se sont rendus compte de la limite de l'infrastructure. Il y a vraiment une limite de l'hôpital, et pour justement permettre de la cardiologie, de l'hépatologie, de l'oncologie, vous avez besoin d'avoir des niveaux d'asepsie, des flux, des équipements médicaux avec des scanners, etc., qui vous permettront de garder cette exigence et de pouvoir pratiquer aussi. Je souligne aussi que on fait pas uniquement un bâtiment, on pense le bâtiment pour les équipes médicales. Le bâtiment est vraiment au service.
quelques dates clés justement sur toutes les constructions qui ont été faites par la chaîne de l'espoir. On en est maintenant à peu près une dizaine de constructions, donc qui ont commencé avec le Cambodge, ensuite qui sont arrivées progressivement au niveau du Moyen-Orient avec l'Institut médical de Kaboul, et après au niveau de l'Afrique, donc avec le Mali, avec le centre de cardiologie au Mali, avec le Sénégal, le centre Kyomo, et maintenant donc on travaille beaucoup en Irak et aussi à Madagascar. Voilà toute cette frise et cette chronologie qui vous permet de rendre compte un peu de tout le travail qui a été fait pour amener, on va dire, l'hôpital dans ces pays-là et les spécialités également. Sur les pays d'intervention, il y a à peu près une trentaine de pays d'intervention pour la chaîne de l'espoir, au niveau donc du Moyen-Orient, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Asie toujours, et aussi on commence à travailler au Venezuela, donc en Amérique du Sud, sur un programme de renforcement de compétences sur la partie médicale et biomédicale. Donc, je vais passer donc à la crise. Tout le monde, ça a été très fortement marqué par la pandémie mondiale du Covid, qui nous a tous arrêtés un moment dans nos vies. Et ça fait 2 ans maintenant. Ça a été, je pense, une crise extrêmement retentissante dans tous les pays, et ça a eu un impact fort de se rendre compte des limites de notre système, de nos organisations, de nos structures hospitalières. Il y a eu un moment, en fait, globalement, un arrêt, et tout le monde ensuite, toutes les communautés internationales de médicales, d'ingénierie, se sont dit maintenant il faut qu'on pense des réponses, il faut qu'on apporte des solutions à ce drame et à cet arrêt, puisqu'on doit continuer à exister et à vivre. Et il y a eu ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt, aussi bien au niveau des militaires, aussi bien au niveau de tout ce qui est les IHF, les ingénieurs hospitaliers français, avec aussi les Hospices civils de Lyon, pour dire aidez-nous à solutionner l'hôpital. L'hôpital a besoin d'aide et il faut que tout le monde soit là pour solidaire dans ce sujet. Donc, à partir de là, on a travaillé sur ce qu'on appelle l'hôpital modulaire. Je vais vous le présenter. Donc, c'est un concept, en fait, d'ingénierie hospitalière modulaire qui est parti. Donc, je vous ai fait une représentation assez, c'est l'architecte au début, quand on a commencé à échanger sur ce sujet, elle a commencé à dessiner et à échanger beaucoup avec les équipes médicales, avec les réanimateurs anesthésistes, avec toutes les personnes qui étaient en grande difficulté à ce moment-là. Et donc, elle est partie de ce dessin-là, de ce croquis. C'est un peu pour vous montrer donc l'histoire. Et ensuite, on a transposé en fait cette histoire au niveau architectural, au niveau des services. Donc, on va retrouver, je vais vous les présenter un à un après, pour vous expliquer un petit peu ce concept modulaire. Sur cette image-là, vous pouvez voir justement que c'est sur le concept en fait du conteneur avec des modules en fonction du besoin. Donc vous avez différents modules qui sont aussi colorés pour permettre au niveau, c'est plutôt une affaire logistique. Donc on a le module en fait d'accueil des patients, de consultation pour identification. Ensuite on avait le module au niveau du laboratoire d'analyse qui permettait justement de faire tous les tests PCR. Nous avions le module donc de surveillance continue. Ensuite, le module de réanimation, donc pour les cas lourds, donc qui permettait de catégoriser les cas. Et ensuite, puisqu'on s'est rendu compte à un moment du Covid que l'imagerie était très très importante, et notamment au niveau des examens de scanner, donc on a créé un module aussi d'imagerie. Ces modules, en fait, je vous montre, sont en fait aussi entièrement équipés avec qui permettent justement d'apporter une solution complète aux équipes médicales, et aussi important, ils sont externalisés à l'hôpital. Donc c'est vraiment des unités extérieures à l'hôpital pour éviter justement d'engorger les services actuellement. Enfin le problème qu'on a, c'est de devoir décaler les opérations planifiées, etc. Donc ça, c'était vraiment une solution modulaire qui permettait dans les plans blancs, dans les plans d'urgence, de pouvoir être installé sur des parkings et de pouvoir répondre à ce besoin et à continuer l'activité normale des hôpitaux.
Là, vous avez aussi, donc ça, c'est le service de réanimation et en dessous, le service de surveillance continue, parce que comme vous le savez bien, il y a différents niveaux d'hygiène, d'asepsie, de traitement d'air au niveau du renouvellement d'air pour éviter les contaminations. Vous avez aussi tout ce qui est équipements médicaux qui vont être différents en fonction en fait des cas. Et notamment, nous, on utilise en ingénierie des systèmes de traitement d'air différents qui permettent d'avoir des forts taux de renouvellement et pour éviter la contamination. En fait, globalement, le Covid nous a fait créer un service assez innovant qui est un mélange entre tout ce qui est maladie tropicale, la pandémie et tout ce qui est réanimation. Donc, c'est vraiment un service hybride qui nous a amené vraiment à proposer des solutions différentes. Là, vous voyez, donc c'est vraiment, c'est l'excellence. Le Covid, parce que justement, on est sur des services de réanimation, c'est vraiment l'excellence de travail qui permet aussi, qui nous a poussé à vraiment répondre de façon rapide, de façon efficiente. Et là, vous voyez le module sur la partie scanner. Tous ces modules sont autonomes. C'était ça qui était très important. C'était l'autonomie des modules. La modularité, c'était un peu un jeu de Lego et un Tetris. On a aussi appréhendé quelque chose d'important dans notre société, c'est l'environnement, c'est la durabilité, c'est l'impact qu'on a environnemental. Et ça peut tout à fait être appréhendé au niveau de l'ingénierie. Ça veut dire que globalement, vous pouvez très bien construire des modules qui soient écologiquement responsables au niveau justement des choix de matériaux, des choix. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est absolument indispensable par rapport à tout le plaidoyer environnemental qui est fait actuellement. Et nous aussi, on peut le soutenir et on doit le soutenir. Sur la partie aussi logistique transport, c'était très intéressant l'intervention au niveau des militaires parce qu'on y a beaucoup réfléchi et nous, on était plus sur une approche puisqu'on n'est pas sur une approche des tentes qui sont extrêmement performantes avec les militaires. Nous, on est en fait dans la limite de la post-urgence. Ou la stabilisation. C'est-à-dire que globalement, ça va s'inscrire relativement sur une durée longue, qui peut être longue. Donc, il faut une robustesse des systèmes. Il faut des choses qu'on puisse déplacer plusieurs fois. Donc ça induit des conteneurs qui soient de qualité, on va dire, importante pour justement permettre à cet hôpital de répondre à plusieurs besoins dans plusieurs zones, de pouvoir le déplacer, de pouvoir le gruter. Donc c'est là-dessus aussi qu'on a pensé ce concept. Alors, malheureusement, je pense que les gens en Zoom n'ont pas vu les diapos. Alors, je vais juste vous montrer, pour les personnes en ligne, l'hôpital modulaire. Je pense que c'est la photo la plus emblématique pour vous montrer un petit peu cet hôpital et le concept. Voilà, je repasse juste rapidement ces 2 slides. Et ensuite, je vais passer à la suite, puisque le sujet était aussi le contexte de crise. Je voulais vous donner un exemple d'actualité présent sur le Covid parce que ça a marqué les esprits. Ces hôpitaux ont été développés par différentes ingénieries. Là, c'est la proposition qu'on avait faite nous, mais elles sont disponibles et il est possible de les installer. Sur la partie crise sanitaire, je vais pas reprendre le concept de la global surgery qui a aussi été très bien expliqué par un intervenant. Juste aussi pour préciser que ce concept est primordial dans la conception des hôpitaux, puisque justement on est sur une chirurgie aussi bien de spécialité qu'une chirurgie essentielle, ce qu'on appelle essentielle, mais que ce qu'on s'est rendu compte avec cet article et avec toute cette publication et ce travail énorme qui a été fait, c'est que la chirurgie est primordiale dans tout ce qui est aide aux populations et aussi c'est plus tellement les maladies tropicales qui vont être nécessaires, mais il faut qu'on se focalise sur ce sujet. Et donc la communauté internationale doit vraiment être sensibilisée à ça. Et donc vous êtes, on va dire, indispensable pour l'avenir.
Je vais donner un cas justement qui va lier la chirurgie mondiale et un projet qu'on a actuellement en Irak, qui est le génocide des Yézidis, avec le co-prix Nobel de la paix, donc Nadia Mourad, qui a eu le prix Nobel avec Monsieur David Mukwege. On travaille avec elle depuis presque 2 ans sur un contexte dramatique qui est l'arrivée de l'État islamique à Sinjar, du génocide des Yézidis, qui a été reconnu comme génocide par la communauté internationale grâce à tout le travail de plaidoyer qui a été fait par Nadia Mourad. Et elle nous a appelés pour la soutenir dans cette situation dramatique, avec plus de 70% de la ville qui a été détruite. Et un contexte sanitaire inexistant, avec la destruction de l'hôpital de la ville, avec la fuite d'énormément de ressources, la mise en esclavage des femmes, des enfants, etc. Donc c'est quelque chose qui nous a énormément touchés. Et on a voulu soutenir cette action. Il y a eu également énormément de réfugiés dans les camps, notamment plus de 400 000 personnes sur les camps qu'il y a dans le Kurdistan irakien, au niveau d'Erbil, au niveau de Dohuk. Et ce qui est important maintenant, c'est de penser l'avenir. Et elle est venue nous voir pour nous dire il faut qu'on renforce les systèmes de santé, parce que actuellement les femmes, quand elles ont besoin d'une césarienne, quand elles ont besoin de pouvoir être soignées, en fait il n'y avait plus aucune structure ou sinon des hôpitaux qui étaient à près de 3 heures de distance par rapport à Sinjar. Donc nous on a pensé avec elle un projet, et notamment sur l'ingénierie hospitalière et l'hôpital modulaire. Donc on a construit un hôpital. Parce que c'est long en fait de développer des études et ça peut paraître toujours long pour les gens, parce qu'il y a une forme d'impatience qui se fait toujours de vouloir avoir l'hôpital et de pouvoir travailler. Et donc on a travaillé sur des maquettes, on a travaillé sur différentes structures. Et pourquoi le modulaire ? Je voulais vous préciser ça, puisque globalement vous avez la modularité en termes de concepts comme des conteneurs, comme des tentes, comme des choses, mais vous avez aussi la modularité dans le bâtiment en dur. Pourquoi ? Parce que globalement, on peut travailler sur des standardisations de structures en modules et en fait pouvoir répéter ces modules. Et c'est exactement là ce qui se passe sur cet hôpital à Sinjar. C'est qu'on a travaillé sur un module d'abord de 25 lits qui pouvait être étendu sur un module de 100 lits avec différents niveaux de spécialité. Et donc ça aussi, en fait, c'est appelé dans l'ingénierie du bâtiment la modularité. Donc l'hôpital de Sinjar, c'est un hôpital qui va regrouper, c'est un hôpital régional, mais avec un plateau technique, avec un service de chirurgie, avec un service aussi d'obstétrique, gynécologie, avec un laboratoire, avec de la consultation, des hospitalisations et voilà, tout ce qui est logistique évidemment, biomédical. Donc il y a cette importance, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la global surgery. Donc il y a un service de chirurgie dans cet hôpital pour permettre la prise en charge de toutes ces personnes, enfants, femmes, adultes. Je voulais vous le présenter rapidement. Donc ça, tout c'est encore des maquettes puisqu'il n'est pas encore construit. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'actuellement, il y a dans tout le travail qui est fait en ingénierie, dans la modélisation, on modélise en fait les bâtiments en 3 dimensions maintenant, et ça nous permet vraiment d'appréhender l'espace de façon très très précise. Donc, on n'a plus uniquement besoin, on a besoin du retour d'expérience, mais ça veut dire qu'on peut anticiper beaucoup de choses sur la mise en place des équipements, sur les contraintes techniques, sur les flux des patients, sur beaucoup de choses, et ça nous permet vraiment de pouvoir prévenir beaucoup, entre guillemets, d'erreurs qui pourraient être faites dans la pratique. On travaille énormément avec les équipes médicales pour leur permettre de s'intégrer dans ces projets très, très en amont et de pouvoir penser avec nous l'hôpital, pouvoir penser cette structure, et on travaille beaucoup avec eux sur des modèles parce que eux, ils ont besoin de visualiser. Ils ont l'habitude de visualiser, ils ont l'habitude de voir et d'être dans l'espace. Donc, c'est pour ça que on appréhende ces sujets de cette façon-là.
Aussi, dans les hôpitaux qu'on fait, on essaye d'avoir une balance entre l'innovation et l'exigence qu'on a en Occident, c'est-à-dire sur les technicités, sur les traitements d'air, sur les groupes électrogènes, et une réalité de contexte où globalement la technicité est des fois compliquée. Donc c'est assez difficile pour nous parce que on veut pas avoir des structures qui se dégradent très très vite. Ça veut dire qu'on donne des Ferrari à des gens qui ne savent pas conduire, et donc on essaye de trouver un juste milieu par rapport à ces structures pour aussi les amener à se renforcer en termes de compétences, c'est-à-dire et aussi en leur amenant des ouvrages que nous on utilise en Occident. Là, c'est construire donc l'avenir pour l'hôpital de Sinjar pour tous, puisque moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans les échanges que j'avais eus avec Nadia Mourad. Elle m'avait dit, Elsa, il faut toujours donner de l'espoir aux personnes. Les gens ont besoin d'espoir pour, en fait, même s'ils sont dans une situation extrêmement difficile, ils ont besoin de voir qu'il va se passer quelque chose, de voir que on va construire quelque chose. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur ce sujet. Alors, il y a une petite erreur sur cette diapo. Le démarrage de la construction a lieu en 2021 et pour 18 mois de travaux. Je voulais vous montrer une petite vidéo. Je vais juste cliquer sur le lien. Alors, il n'y a pas de son, donc je vais faire le son moi-même. Alors, il y avait une première phase dans cet hôpital de Sinjar qui était donc la phase d'urgence, qui était la réhabilitation d'un dispensaire à Sinjar. Avec donc ça, c'est la localisation de l'hôpital de Sinjar, du dispensaire, excusez-moi, puisque l'hôpital a été détruit. Et là, dans ce dispensaire, il y avait plus du tout de chirurgie. Et donc, la première demande qui a été faite par les populations, c'est de créer un service de chirurgie. C'est ce qu'on a fait donc sur une réhabilitation dans ce dispensaire-là. Donc avec un bloc opératoire, avec 2 tables, avec un bloc obstétrical, puisque c'était une demande aussi extrêmement forte, avec un service de réanimation, de surveillance continue, et tout ce qui était donc stérilisation, très important dans un service de chirurgie. Cette première phase a déjà faite et déjà construite, et on a déjà des opérations, et François Ponce nous accompagne sur la formation et le renforcement de compétences de nos équipes, des équipes médicales à Sinjar. Donc ça, c'est l'inauguration qui a été faite en 2020 avec Eric, la salle d'opération. La phase suivante, c'est la construction de l'hôpital de Sinjar. Donc, c'est la future construction modulaire que je vous ai montrée, qui va être sur un terrain différent et différente aussi de l'hôpital précédent, puisque ce lieu est chargé d'histoire, et on a préféré reconstruire l'avenir ailleurs. Sur cet hôpital-là, donc vous voyez ce concept modulaire, donc avec une modélisation qui vous permet de rendre compte des différents flux, donc les flux des patients, les flux du personnel, les flux de la logistique, puisque tout ça est pensé en amont au niveau de l'ingénierie hospitalière pour que l'outil soit au service des utilisateurs. Donc là, vous pouvez voir aussi cette modélisation avec les différents services. Donc ça, c'est la partie logistique, la partie stérilisation. Donc on a le service de chirurgie très important, le service de chirurgie obstétricale, la consultation, etc., etc. Donc c'est on va dire un hôpital régional. Donc ce projet a été c'est un projet avec le ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, l'ambassade, l'Union européenne et Nadia's Initiative, la Fondation Nadia Mourad. Donc la phase 2, c'est extrêmement important aussi. Voilà, c'est le concept modulaire. Donc c'est la suite. Voilà, vous pouvez le voir. C'est un concept qui se réplique et qui se duplique. Avec différents, justement en gardant les grands axes logistiques, flux de l'hôpital, mais en renforçant avec les spécialités notamment. Puisque nous, on a commencé, on va dire, par la chirurgie polyvalente,
pour répondre aux besoins et ensuite on peut spécialiser la structure. Et enfin, les futurs challenges, c'est vraiment demain, c'est l'environnement, mais pas uniquement, c'est aussi tout ce qui est les ressources humaines. Les ressources humaines sont primordiales. Vraiment, au niveau de l'Irak, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis du pays, qui ont fui le pays ou qui ont disparu. Et vraiment, les ressources humaines sont indispensables pour faire fonctionner un hôpital. Le bâtiment n'est qu'un outil, donc il faut vraiment arriver justement à créer ces ponts en termes de coopération internationale, comme ce qui a été dit. Il faut conclure. Très bien. On peut conclure, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, je vais conclure. Donc, nous, avec donc tous les acteurs de la coopération internationale, on travaille actuellement sur tout ce qui est donc les hôpitaux humanitaires modulaires, avec quelques images que je vous montre ici. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait arriver à standardiser, comme l'ont fait donc les militaires avec les tentes. Et c'est vraiment l'avenir aussi pour venir en aide aux pays en développement et en crise. Et là, les équipements également, il faut toujours penser aux équipements, mais je vous les ai aussi présentés. Donc, je vais faire une petite citation que je trouvais pour conclure. La technique est moins importante que les hommes ou que la société. L'important, c'est le projet humain qui est derrière. Voilà. Quelques questions? Oui. 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 Patrice, merci de me donner la parole. Ma question intéresse beaucoup des orateurs d'aujourd'hui, et mon ami Denis Mukwege aussi. Un des problèmes qu'on n'a pas évoqué dans la prise en charge obstétricale ou à peine évoqué, en dehors de la petite taille, des incompétents, etc., c'est un des problèmes majeurs, me semble-t-il, c'est le problème de la distance dans ces pays-là, aussi bien que ce que vous venez d'exposer. Et donc, ma question est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux multiplier les centres dans une région comme le Kivu, par exemple, qui est très large, multiplier les centres d'intervention ou amener un système modulaire d'urgence dans un endroit où il y aurait une demande, ou enfin de déplacer les personnes en difficulté à l'aide d'un hélicoptère ou d'une façon, puisqu'on sait très bien que quand on est à 200-300 km de route, impossible à pratiquer ou à pratiquer avec une Toyota qui va secouer une malade déjà en état précaire, est-ce que vous pensez qu'une solution d'hélicoptère ramenant vers un centre serait une solution? Bien sûr, j'ai bien compris ce qu'a dit Denis tout à l'heure, c'est un problème de gouvernement et de politique du gouvernement pour la prise en charge de ses citoyens. Merci. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'en fonction de la gravité du patient, il y a des gens qui sont extrêmement compliqués à transporter. Et notamment, on avait eu le cas sur une visite en Irak où la personne devait accoucher et pendant le transport, finalement, elle est morte dans le transport. Donc, je pense que le transport a ses limites. Le transport a ses limites dans le sens où certains ne sont pas transportables et en plus, en raison justement de tout ce qui est sur la global surgery, je pense qu'il faut renforcer les systèmes de santé des pays et la chirurgie dans les pays. Après, on ne pourra pas mettre des structures partout, il ne faut pas non plus être utopiste, mais par contre, au niveau régional, on pourrait vraiment commencer à faire cet effort-là, de renforcer les structures et les compétences pour que les gens ne soient pas trop loin des capitales et pas créer des systèmes en fait trop centraux avec comme oui, bien sûr, absolument. Il faut décentraliser, voilà. Enfin, en tout cas, je pense que c'est vraiment une approche qui est à faire pour tous et pour permettre ce renforcement des compétences et la prise en charge locale.
Bien, plus de questions? Non. Merci pour cet exposé. On découvre l'hôpital modulaire, c'est très bien.